Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 suite au Grand Prix de Monaco de dimanche dernier. Et aujourd'hui, on va faire la notation des pilotes concernant la qualification mais également la course. Ouais, je sais, j'ai un petit peu de retard avec les rendez-vous médicaux, toujours la jambe dans le plat. J'ai dû intégrer le vétérinaire, je fais du mieux que je peux. Et me voilà aujourd'hui avec une petite désillusion quand même, puisque si vous ne le saviez pas, le week-end dernier, il y avait les 100 ans de Jean Rédélé, créateur de la marque Alpine, bien évidemment, proche de chez moi. Donc à Dieppe, le 28 et 29 mai, ils ont ramené des anciennes voitures de course. Il y avait 1000 Alpines réunies sur les plages, sur la plage, hein, sur l'herbe qui borde cette plage. Il y avait également une Alpine gendarmerie. Il y avait également, je crois, l'Alpine de Esteban Ocon, il me semble. Il y avait des pilotes professionnels qui faisaient des dédicaces. J'ai pas pu y aller parce que j'étais pas chez moi. Je suis un petit peu dégoûté, autant vous dire, parce que c'est pas quelque chose qui va se reproduire la semaine prochaine, hein. Donc ouais, donc en tant que supporter, ça me fait un peu mal au fion, parce que bon, c'est à côté de chez moi, mais c'est pas non plus à côté de chez moi directement. Mais bon, donc c'est pas grave, on y est aujourd'hui, on est là pour parler de Monaco, un Grand Prix, que dire. Chaotique, c'est pas forcément le mot, parce il s'est passé des choses, donc il était moitié chaotique, moitié chiant. Enfin, moitié chaotique, moitié Monaco, pour être politiquement correct. Voilà, on va commencer du coup dans l'ordre. Bien sûr, le vainqueur, Perez, Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Alonso, Hamilton, Bottas, Vettel, Gasly, Ocon, avec sa pénalité, Ricardo, Stroll, Latifi, Guan Yu Zhou, Tsunoda, Albon, Schumacher et Magnussen. Donc, on va commencer par mettre les notes. Alors, pour les qualifs, pour Magnussen, du coup, qui a abandonné à Monaco et qu'on n'a absolument rien vu avec la direction de la télé, c'est génial. Donc, je lui ai mis un 8 pour ces qualifs, puisque si on se rappelle rapidement, hein, certains pour vous rafraîchir un petit peu. Il était qualifié 13e avec un 1.13.0 face à Mick Schumacher en 1.13.4, donc 4 dixièmes de mieux en Q1. Et après, il était en 1.12.9 contre 1.13.081, donc 1 dixième et demi de mieux que Mick Schumacher. 13e, position tout à fait correcte, donc pour moi, il a fait le job, sachant que les voitures qui étaient devant lui étaient essentiellement des voitures plus rapides de base, on va dire ça comme ça. Donc je rappelle, pour ceux qui découvrent cette vidéo, la notation, le 8, c'est un petit peu faire le job, et voilà, mettre ta voiture là où elle mérite d'être. Si tu peux pas être dans les points, tant pis, mais faut essayer de se rapprocher plus, etc. Possible, hein, bien évidemment, parce que c'est sûr, quand tu pars dans une Aston Martin, c'est pas toujours facile d'être dans les points. Mais on ne note pas que le résultat, même si c'est aussi un facteur qui est pris en compte lors de ma notation. Pour la course, honnêtement, j'ai regardé un peu, hein, c'était pas spécialement mauvais, ça tournait bien, ça suivait le rythme, mais bon, c'était Monaco de toute façon, donc il n'y avait pas grand-chose, et puis bah, il a abandonné, on n'a pas su pourquoi à la télé directement, donc j'ai décidé, donc je vais pas lui mettre de notes, au pire j'aurais mis un 8, mais bon, je vais pas le noter là-dessus. Schumacher, je lui ai mis un 7 du coup pour les qualifs, puisqu'il quitte la Q1, donc du coup il arrive en Q2, mais bon, dernier de la Q2, hein, un dixième et demi de son coéquipier. Pour le coup, un dixième et demi enfin, c'est suffisamment proche, c'est correct, mais voilà, hein, c'est encore en dessous de son coéquipier, donc il a fait le job, mais moins que son coéquipier. Pour la course, je lui ai mis un 0. Donc bah, ça commence à faire beaucoup, hein, parce que Schumacher, quand même, c'est la bataille avec Latifi et Stroll pour savoir qui a la pire saison, j'ai l'impression. Ah, il y a peut-être Ricardo qui vient s'y mêler aussi. Alors, je rappelle aussi, si vous découvrez cette vidéo, ma façon de noter, aujourd'hui, nous sommes dans les budgets capés en Formule 1. C'est très compliqué. Chaque million est important. Avoir explosé sa bagnole comme ça, finalement, même pas, il n'y a même pas eu de crevaison lente, même pas une explosion de pneus, ni un contact avec les barrières légèrement moindres qui envoient la voiture dans le mur. Non, non, c'est une perte totale du contrôle de sa Formule 1. Donc une erreur de pilote directement. Et le crash, on est content qu'il aille bien parce que c'était assez impressionnant de voir la As encore une fois depuis Grosjean coupé en deux. Mais voilà, bah, c'est un zéro parce que bah, ça coûte du pognon. Et non seulement, il faut rappeler que Mick Schumacher, l'année dernière, en tant que rookie, on était gentil, mais c'était quand même le pilote qui a coûté le plus cher à son écurie, avec plus de, je crois, c'était 3 millions
300 000 dollars de réparation ou euros, je sais plus, dollars ou euros, ça change, mais je sais plus exact. Je crois que c'est dollars. Enfin, 3 300 000 dollars dans un budget capé à 145 millions. C'est déjà une prime, hein, sachant que t'imagines si ton écurie elle gagne de peut-être 5 millions pour les réparations, et encore, tout ce que tu n'as pas besoin de réparer, tu peux le mettre dans le développement de ta voiture. Et ben là, Mick Schumacher coûte très cher, on est qu'à 7 grands prix, et je crois qu'il est déjà genre à 1,5 million, pas loin des 2 millions de réparations. C'est mauvais, hein. Et aujourd'hui, nous sommes dans une Formule 1 qui se veut aussi budgétaire, et donc la capacité à un pilote à très peu se cracher, à très peu engendrer d'accidents par rapport à d'autres pilotes, eh bien je le prends énormément en compte. Un pilote qui fait jamais de grabuge, certes, qui est pas tout le temps en train de péter des scores, etc., pour moi, sera plus rentable qu'un pilote qui se crash, est performant, et se crash, est performant. Ah, c'est du dent de scie de fou. Donc oui, tu peux avoir un 10, mais si tu as un 0, finalement, ça te fait de toi qu'un pilote moyen. Euh, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le prendre. Alex Albon, alors les pilotes Williams, on va peut-être y revenir un petit peu après. Tsunoda. Tsunoda, je lui ai mis un 9 en qualification. Pourquoi, vous allez me demander. Voilà, je vous laisse le temps de me le demander. Il s'est qualifié 11e. 11e, 1,13,110 par rapport à Gasly à 1,13,660. Alors c'est Monaco, c'est pas toujours facile. Il suffit qu'il y a un mauvais moment où tu lèves le pied parce que tu as l'impression qu'il y a un pilote qui arrive, voilà. Mais 5 dixièmes quand même sur Gasly, c'est plutôt impressionnant. Et c'est pas tout, c'est qu'il améliore encore son temps en Q2 de 3 dixièmes. Et ça l'amène à la 11e position. On sait que l'AlphaTauri se débrouillait plutôt bien à Monaco, comme Pierre Gasly a globalement réussi à me le montrer durant les essais. Mais encore une fois, les essais, ça s'appelle des essais, c'est pas pour rien. Alors que le cas opposé, ça serait Esteban Ocon, qui était, je crois, P18, P16, P18 dans les 3 séances d'essais. Et pourtant, en qualif, il était en Q3 sans aucun problème sur les temps d'Alonso. Parce que Alpine l'a dit, ils ont testé complètement des choses opposées sur la voiture d'Alonso et sur la voiture d'Ocon. C'est l'apprentissage, c'est les connaissances. Donc, faut pas toujours se fier aux résultats d'essais, même si ça peut indiquer certaines choses. Il faut prendre les deux pilotes en compte, et effectivement, l'AlphaTauri était plutôt performante pour le milieu de tableau, et Yuki Tsunoda a bien géré sa position. Pour ce qui est de la course, je lui ai mis un 2, parce que ça fait mal en fait, hein. Comme on dit, on est 11e, ce qui est plutôt une bonne place. On est tout proche des points. Et finalement, quand on regarde le résultat, c'est que le gars a fini dernier. Les seuls mecs derrière lui, c'est les 3 qui ont abandonné. Donc forcément, ça pique un peu en termes de performance, sachant que pour Tsunoda, Albon, Guan Yu, Latifi, Monaco, ça leur a pas fait bien, hein. On va être honnête avec vous. Guan Yu Zhu, alors je lui ai mis un 2 en qualif. En 2 en qualif parce qu'on a donc une 15 606 en Q1 contre une 13 541. Bon, c'était sa première. Allez, on va dire c'était son premier Monaco, c'est pas toujours facile. Je lui mets 2. Ah, quoique non, c'est pas son premier Monaco, ils ont fait en F2, donc il connaît le circuit. Non, on va pas être indulgent, on a dit qu'on était plus indulgent. Et pour la course, je lui ai mis un 2 aussi. Parce que on n'a rien vu de spécifique, il finit à peine devant Tsunoda. C'est très très loin dans tous les cas. Plus d'un tour, ça c'est sûr. Nicolas Latifi, en qualification, je lui ai mis un 1 sur 10. Et en course, je lui ai mis un 1 sur 10. Donc 1 sur 10, pourquoi une 14 403, alors qu'Albon fait du 1 13 6. Donc ça fait 8 dixièmes. Autant te dire que c'est mauvais, hein, surtout que ça fait 3 ans qu'il est dans l'écurie. Donc là, ça pique un petit peu, on va pas se le cacher. Malgré tout, bon, il fait ce qu'il peut, mais si je suis également aussi sévère en course, c'est parce que... Alors, je suis pas fan Ferrari, hein, je suis supporter Alpine. Ça a complètement empêché Sainz de passer lorsqu'il a eu les drapeaux bleus. Et là, ça commence à puer la magouille de ouf. C'est-à-dire que Latifi a mis énormément de temps à s'écarter de Ferrari pour laisser passer Sainz, en fait. Et c'est le cas d'Albon. Mais c'est genre abusé. C'est genre tellement abusé que les commissaires de course étaient complètement à l'ouest sur cette course. Pour Alex Albon, je lui ai mis un 9 en qualif.
8 dixièmes par rapport à son équipier, c'est énorme. Et en plus, bon, bah, c'était au ras de la Q1, devant Pierre Gasly, donc il n'y a pas y avoir de chance, mais au moins devant Lance Stroll. Oui, bah, il a fait le taf. Et en course, je lui ai mis un 1. Alors non pas parce que lui il a abandonné, c'est parce que quand Leclerc est sorti derrière lui, quand il était derrière lui, Albon était sur des pneus durs et il n'a pas laissé passer la Ferrari. Vous allez me dire, oh mais ils ont un certain temps pour laisser passer les pilotes, et je suis d'accord avec vous. Albon a ignoré 16 drapeaux bleus. Voilà. Vous pouvez trouver la caméra embarquée de Leclerc et la caméra embarquée d'Albon pour voir la différence. En gros, Leclerc, il est derrière lui, et il fait un tour complet bloqué derrière Albon, qui mettait les pneus slick alors que Leclerc est encore en intermédiaire, mais avait plus de rythme, forcément, sur le moment de la piste. Donc il a ignoré un tour complet, il a fait un tour complet en ralentissant de fou Leclerc. Ce qui fait que les Red Bull, on peut effectuer un overcut très facilement. Donc du coup, il y a des vidéos qui tournent, hein, tu vois, Alex Albon, il est chez Mercedes, il est pilote Red Bull, il bloque une Ferrari, et à la fin de la course, on l'a vu partir dans un van avec Christian Horner. Ouais, comment te dire que ça pue un peu la conspiration, tu vois. Et attendez, c'est pas comme s'il avait laissé passer Leclerc au bout d'un moment. Non, 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 c'est à Sainte-Dévote. Sur le deuxième tour, ligne droite, Leclerc, il est encore derrière le cul d'Albon, et là, Albon bloque ses pneus et il tire tout droit au virage 1, il avait pris tout droit. Et du coup, bah, Leclerc a pu passer. Donc c'est même pas en plus s'il avait pas bloqué ses pneus et tout, il serait resté devant Leclerc, quoi. Il serait resté devant Leclerc pour un deuxième tour. Incroyable. 16 drapeaux bleus non respectés, zéro pénalité. Incroyable, les commissaires. Je sais pas ce qui s'est passé. Incroyable. Alors, si les commissaires ne sanctionnent pas, je ne peux pas laisser comme ça. Hein. On va être honnête, la course de Sainz se fait foirer par Latifi, la course de Leclerc se fait foirer par Albon. Autant te dire que là, ça va mettre de la poudre. Hein. Donc il se passe beaucoup de choses, mais honnêtement, c'est moche. D'autant plus moche que Albon, juste après, dans les médias, quand tu lui as posé la question, mais pourquoi t'as pas laissé passer Leclerc, il a répondu, ah ben non, j'avais les pneus slick, et puis j'étais plus rapide que Leclerc, donc en gros, si je respectais les drapeaux bleus, j'aurais dû laisser passer Leclerc, mais après, comme je serais plus rapide, je l'aurais dépassé à nouveau. Waouh. Je sais pas quel est le degré de mauvaise foi là-dedans, mais là, le mec, il a Leclerc collé littéralement à son cul pendant un tour complet. Donc quand tu dis que t'es plus rapide, déjà, c'est... Non, à la limite, quand t'es plus rapide, c'est le cas Ocon-Verstappen, Brésil 2019, mais 20, je sais plus. Mais c'est pas ça. Hein. C'est... T'es plus rapide, c'est genre tu remontes de 2-3 secondes au tour. T'es plus rapide, t'es devant, en 4-5 virages, ça y est, tu creuses l'écart, tu t'en vas, t'es plus rapide, donc le mec est pas censé rester collé à ton aileron arrière. Donc là, dire que t'es plus rapide, déjà, ça colle pas avec les données. Et en plus de dire, si Leclerc m'avait passé, je l'aurais de nouveau dépassé, mec, on est à Monaco. Y a personne qui se dépasse à Monaco. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, t'aurais dépassé qui avec... Donc là, le mec est en train de nous dire qu'avec ses pneus lisses, hein, avec ses pneus lisses, il aurait dépassé Leclerc hors trajectoire sur le mouillé. Là, moi, je dis, il y a du génie dans la déclaration. Je sais pas quel était le conseiller de presse d'Albon, mais il faut le virer. Hein, parce que là, ben, c'est complètement con. Hein. Je sais pas quel est le briefing derrière en mode bah, tu diras que tu étais plus rapide que Leclerc et puis de toute façon si tu l'avais passé tu l'aurais redépassé tellement t'étais trop rapide. Non mec, t'avais des pneus lisses, jamais tu doubles hors trajectoire sur une piste mouillée, mais déjà même sur piste sec, donc je sais pas. Là je peux vous dire Albon et Williams, j'ai pas compris. Hein, honnêtement, j'ai pas compris les commissaires non plus. Pourquoi il n'y a pas de pénalité pour Latifi? Pourquoi il n'y a pas de pénalité pour Albon? Ça, avec les Red Bull qui touchent la ligne, qui touchent pas la ligne, et pénalité, pas pénalité, c'est relou. Euh, c'est en mode, est-ce qu'il a dépassé? Faut juger. Oh là là, les règles à 2 balles.
Un pilote touche la ligne, tu mets la pénalité, et puis c'est tout. Je veux dire, au moins, t'as pas besoin de savoir de combien de centimètres il a dépassé, parce qu'il y en a, ils disent c'est la roue gauche, d'autres entièrement dépassé. Oh là là, les relous. Ça touche la ligne, tu mets la pénalité, au moins tu sais sur la caméra si ça touche la ligne. Ils se prennent la tête pour rien, parfois c'est abusé les règles. Lance Stroll maintenant, je lui ai mis un 4 pour ses qualifs. Parce que bah, il a une 13 678. C'est pas spécialement beaucoup plus loin que Vettel. Une 13 300, donc il y a 3 dixièmes et demi. C'est pas terrible, hein, on va être honnête. À la limite, je mets plutôt un 3,5 parce qu'il est éliminé en Q1 direct. Et que c'est pas très très joli. Et pour la course, je lui ai mis un 5. Bah, c'est du Lance Stroll, quoi. C'est-à-dire que quand il est sur la piste, tu sais pas qu'il est sur la piste. C'est. Je sais pas. Faut rappeler aussi qu'au début du passage sous la safety car, c'est lui qui a été dans les rails. Hein. Il y a eu Latifi. Latifi s'est crash dans les rails sur le virage le plus serré. Et lui, c'était en haut en remontant après le virage 1. Je crois qu'il a serré les rails comme ça. Il a fait un slide comme on fait sur les jeux vidéo. C'était magnifique, mais bah, c'est Lance Stroll, quoi. Je vais lui mettre la moyenne parce que bah, il a fait la course sur la pluie, il a fait la course sous le sec. On l'a jamais vu, mais de toute façon, c'est Monaco, on voit jamais personne. Vu la direction de course, Daniel Ricciardo, je lui ai mis un 2 en qualification pour la bonne raison qu'il a une 13 338 et que Lando Norris est à une 12 927. Donc on a 4 dixièmes d'écart entre les deux. Ça fait mal encore une fois, il passe en Q2, bien évidemment. Ça pique, hein, quand ton coéquipier il fait des bons temps. Et derrière, on est à 1,13 081 pour la Q2. Je vous montre là. Pardon, parce que c'est vrai que ma tête est dessus. C'est pratique. 1,13 081 pour la Q2. Et pour Lando Norris, on est à 1,12 668. Plus de 8 dixièmes d'écart. Aïe, quand ton coéquipier fait top 5 et que tu fais 14, le top 14, pourtant on n'est pas au rugby, ça c'est encore pire que Vettel Stroll. Hein. Donc voilà, je lui ai mis un 2. Il faut se réveiller, Ricardo. Et en course, je lui ai mis un 3. Je lui ai mis un 3 parce que bah, c'est pas terrible en fait. Il finit de... Est-ce que tu as envie de finir devant le groupe Guan Yu Zhou, Latifi, Stroll, Schumacher, qui lui avait fini sa course bien avant les autres? Je veux dire, j'allais dire c'est les 4 pires pilotes, mais c'est méchant pour Guan Yu Zhou parce qu'il est encore en apprentissage. Mais à l'heure actuelle, c'est peut-être les 4 pires quand même en termes de niveau. Hein. On dit pas qu'ils vont pas progresser, mais à l'heure actuelle, voilà. Donc, tu te dis quand même, Guan Yu, Latifi, Stroll, Schumacher, juste dans le même paquet, t'as Ricciardo, quoi. Ricciardo. Aïe. Ouais, ça fait un peu une erreur de parcours. Le problème, c'est qu'à tous les Grands Prix, Ricciardo nous dit dans les médias que bah, il va faire un reset pour repartir à zéro. Oui, mais pour l'instant, limite, la seule chose avec laquelle tu répares à zéro, c'est les points. Hein. Là, c'est sûr que à chaque Grand Prix, mec, tu fais un reset. Hein, ça repart à 0 points. Donc, c'est très compliqué au classement en plus. Hein, la différence entre Norris qui est un constant, mais qui a des coups d'exploit, c'est ça la différence. On a des pilotes voilà, qui font toujours des performances, des superbes performances. Norris, c'est plutôt genre, il est pas performant, il est méga performant, il est moyen, il est méga performant. Mais au moins, il ramène des points. C'est-à-dire que quand il ramène des points, il en ramène un gros paquet. Genre, il a ramené un gros paquet de points. C'était à Imola, je crois, qu'il a eu son podium. Près du podium. Podium, je sais même plus, tiens. Et puis, il faudrait regarder. Après tout, je peux regarder. Non, non c'est pas Imola. Si, c'est Imola. Ah, j'ai plus le classement. Je sais plus quelle était la course. Hop. Mais en tout cas, quand il ramène un point, il en ramène un paquet. Je crois que c'était Imola parce qu'il avait ramené des points pour le sprint, des points pour la course. C'est ça. Et en plus de ça, ben là, encore une fois, Monaco, quoi. Monaco, tu sais que si tu te qualifies bien, t'as quasiment les points garantis. Donc, bah, il les a ramenés. On verra ça plus tard. Et là, Ricardo, c'est pas terrible. Ocon. Ocon, je lui ai mis un 8 en qualification. Non pas pour sa position finale, qui est un peu décevante. Je peux pas mettre plus. Parce que, alors, on a
1,12,848 au début contre 1,13,394, donc on est 6 dixièmes plus rapide que Fernando Alonso. C'est impressionnant de voir Ocon rentrer dans le top 5 devant Norris. En Q2, on est sur du 1,12,528 contre 1,12,688 pour Fernando Alonso, ce qui à nouveau, je crois, remettait Ocon dans le top 5 ou top 6. Il y avait un duel acharné avec Lando Norris. C'était assez incroyable. En plus, on sait qu'ils sont pas si loin que ça au classement, donc il y a un peu le duel. Et la Q3, moi j'étais supporter, j'ai dit waouh! Alonso il est chaud, Ocon il fait des torts de malade, il a l'air d'être encore plus rapide en termes de rythme pur là pour le coup en qualif, alors qu'il sortait, je rappelle, P18, P16, P18 sur les essais, tu te dis ouais c'est mort. Et il fait donc le premier run sur les pneus usés, forcément, donc une 13-0, et c'est là que je me dis, wow, quand je vois une 13-0, je me dis généralement, quand tu fais un run sur les pneus usés par rapport à un run sur les pneus neufs, c'est, selon les circuits, c'est à peu près toujours au moins une seconde. Et donc là, je me dis, waouh, je vois une 13-0, je me dis, donc en gros, à son prochain run, le gars, il va taper le 1-12-0 ou 1-12-1 à peu près, parce que c'est vraiment cette différence de 1 seconde entre un jeu de pneus usés, enfin un jeu de pneus usés qui a déjà fait un tour en qualif et un jeu neuf, vraiment, quand les mecs poussent à fond. Et quand je vois le temps d'Alonso en 1-12-2, je me dis, waouh, ça va donner du lourd, clairement. Donc voilà, il y avait du potentiel, mais drapeau rouge de Pérez, drapeau rouge aussi d'Alonso, hein, on en reparlera tout à l'heure. Donc finalement, bah, il est resté avec juste son temps de pneus usés, une 13-0, donc il a la 10e place. Mais voilà, je peux pas donner plus, parce que c'est vrai que ça aurait pu mériter un 10 s'il s'était... Enfin, une 12-0, ça l'amène où? Ça l'aurait amené devant George Russell. Une 12-1, ça aurait été à la bataille avec George Russell. Norris avait l'air d'en avoir encore un peu plus sous le pied, donc je sais pas s'il aurait pu chercher une 11-8. Mais en tout cas, voilà, moi qui étudie les données alpines, pour vous donner un petit peu l'idée avant qu'il y ait le drapeau rouge, en Q2, le temps d'Ocon juste sur le premier secteur, c'était 19 secondes 400 et quelques, donc 19,4. Quand Alonso a fait son premier secteur en Q3, c'était 19,080 et quelques. Donc déjà 4 dixièmes plus rapide sur un secteur. Alors pour vous dire, quand je vous parle d'une seconde dans les pneus, ça se trouve il y a même plus quand tu prends 4 dixièmes sur un secteur. Et le premier secteur donc d'Alonso en 19,080, le premier secteur d'Ocon c'était 19,042. Donc c'était encore plus rapide qu'Alonso, rien que sur le premier secteur, avant que Pérez se plante et qu'Alonso se plante également. Donc ouais, il y avait potentiellement une place aux alentours, soit d'Alonso, devant Alonso, derrière Alonso, devant Russell, mais je peux pas donner plus sous prétexte des si. Hein. Les si, on sait pas, ça se trouve il serait planté lui-même, donc je peux pas mettre plus que 8, donc pour moi Ocon a fait le taf avec ce qu'il avait, il a fait son taf quand il avait les pneus usés, il faisait le taf quand il avait ses pneus neufs, mais malheureusement, le drapeau rouge de Monaco, on a décidé autrement. Donc faire le job, c'est un 8, je peux pas donner plus. Pour la course, je lui ai mis un 6,5. Alors 6,5, c'est un peu compliqué. Encore une fois, la base d'un 8 pour avoir fait une bonne course, c'est qu'il il fait une bonne course, il récupère la position sur Vettel qui fait une erreur, donc il fait son tracé. Au début, Alpine lui demande de plutôt conserver les pneus. Donc c'est un peu ce qui se passe. Vous voyez les temps entre Hamilton et Ocon s'améliorer de fou. Parce que le but d'Ocon, c'était, à ce moment-là, lui, il était à la porte des points, c'était de ralentir tous ceux qui étaient derrière. Donc vous pouvez le voir hein, sur les graphes, de toute façon. Donc vous voyez l'écart s'agrandir entre Hamilton et Ocon. Parce que si l'écart est suffisamment grand, ça permet, en fait, en termes de stratégie d'Alpine, deux choses. La première, Ocon, s'il est 10 ou 9e, tout le monde derrière lui est derrière lui. Donc s'il s'arrête au stand, il est censé ressortir au stand à la même position par rapport à tous ceux qui sont derrière, sauf s'il tente des undercuts, etc. Avec le temps, c'est un peu farfelu. Mais en creusant suffisamment d'écart entre Hamilton et Ocon, et surtout entre Ocon et Alonso, ça pouvait complètement permettre de faire s'arrêter au stand Alonso, le faire ressortir devant Ocon si nécessaire, avec, en creusant un peu plus, et dans ce cas-là, Alonso n'aurait jamais été bloqué dans le trafic. Donc en termes de stratégie alpine, pour le début de la course, c'était très bien.
Quand on a vu qu'Ocon était dans les 15 secondes de retard sur Hamilton, et que Hamilton a été proche de passer au stand, Hamilton perdait du terrain sur Alonso, Ocon a accéléré sans aucun problème. Vous voyez, je crois qu'il est remonté de 14 ou 15 secondes de retard, il était remonté à 11 ou 10 secondes. Ouais, il a repris genre easy comme ça, et vous pouvez le voir sur les graphes, les animations. Donc c'était pas un problème de rythme, au début ça m'inquiétait, mais pourquoi il est si lent? En fait, c'était la stratégie qui était comme ça. Je peux vous parler d'Alpine parce que voilà, c'est les seuls que j'étudie profondément et peut-être que ça vous intéresse. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Bon, j'étudie plus ou moins toutes les écuries quand même, hein. Donc là, pour le coup, on a une course classique. Après, il accélère, il passe au stand, il se retrouve devant Hamilton parce que on lui a demandé de conserver ses pneus pour ne pas passer la phase intermédiaire. Donc faire directement full wet, pneus lisses. Et du coup, il a fallu retenir Hamilton derrière lui, ce qu'il a très bien fait, puisqu'il l'a retenu derrière lui. Et là, il va y avoir énormément d'incompréhension encore avec les commissaires, etc., puisque Ocon a reçu une pénalité sur le contact entre Hamilton et Ocon au virage 1 à Saint-Devot. Donc c'est bien, bel et bien, hein, ça a été l'heure est spécifiée sur le truc. Donc c'est bien le contact où Hamilton arrive à l'intérieur et touche l'arrière d'Ocon. Donc Ocon part un peu en cacahuète, mais finalement il reste devant et il arrive à tenir Hamilton pour quelques tours de plus. Alors qu'il y a eu un autre contact, puisque j'avais les on-board et tout, où il y a un contact où Hamilton se décale pour faire l'intérieur et Ocon se décale à l'intérieur pour faire donc son mouvement défensif. Et là, Hamilton, avec sa vitesse, il essaye de passer dans un trou, un peu comme Alonso à Jeddah, où bah, Ocon finalement ferme la porte qui est pas spécialement ouverte, il n'y a pas plus de place que ça. Et bah Alonso il freine et il tente de l'autre côté. Sauf que là, bah du coup, Hamilton avec la vitesse, il y va. Donc il y a un contact entre l'aileron avant d'Hamilton et le pneu arrière d'Ocon. Et ça te donne l'impression que Ocon tasse Hamilton dans le mur, alors qu'il a juste fermé la porte en disant bah il n'y a pas de place ici. Mais Hamilton a quand même tenté d'y aller parce que le virage 1, hormis d'être à l'intérieur, t'as pas vraiment beaucoup de place. Donc non, la pénalité n'est pas pour on peut appeler, si vous voulez, la fermeture de porte d'Ocon et Hamilton qui arrive pour essayer de s'engouffrer à un endroit où il n'y a pas de place. Donc la pénalité n'est pas pour ça. La pénalité est bel et bien, en termes de temps, de lap, de tour, etc. C'est bel et bien pour le contact entre Ocon et Hamilton que l'on a vu par la direction de télé. C'est bien celui-là où Hamilton est un peu, il a ses roues avant à l'arrière de la voiture d'Ocon, et donc du coup, Hamilton tape parce que Ocon prend son virage. Alors là, c'est un peu chelou, parce que bah, c'est un peu des antécédents. Sur la pénalité, il faudra en parler, parce que je comprends pas tout. On a Gasly qui prend son virage quand Alonso freine tard pour tenter l'intérieur, et finalement arrive avec les roues à hauteur de Gasly. Il y a eu une pénalité pour Alonso. On a eu Mick Schumacher et Vettel à Miami, où Mick Schumacher était proche de Vettel, avait déjà déboîté, il était dans les rétros de Vettel, Vettel savait qu'il était là, il a plongé à l'intérieur, donc il était aussi au niveau des pneus arrière de Vettel, Vettel tourne comme s'il n'était pas là, et il n'y a pas eu de pénalité du tout. Et maintenant, donc Hamilton était sur, il a jamais été significativement à côté. Il était, ses roues avant étaient au niveau de les roues arrière d'Ocon. Mais voilà, c'était suffisant pour apparemment permettre à Hamilton de plonger à l'intérieur. Sauf que du coup, bah là, comme Ocon tourne, c'est Ocon qui prend la pénalité. Donc on a trois situations qui, sur le papier théorique, pourraient ressembler à la même chose, et on a trois résultats différents. D'autant plus qu'on va être honnête entre nous, si Ocon, limite, mérite plus la pénalité pour, on va dire, fermer la porte tardivement et que du coup, Hamilton se retrouve serré un peu. Et encore, c'est vraiment Hamilton qui cherche à rentrer un peu plus tard dans entre le rail et Ocon. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Donc, à la limite, tu peux mettre un peu plus de pénalité là. Pourquoi pas, si tu trouves que c'est dangereux. Mais alors celui-là où il ferme le virage, c'est limite Ocon qui est plus perdant, entre guillemets. Donc là, encore une fois, cette pénalité, elle est très bizarre. Parce que c'est clairement un incident de course. C'est-à-dire les pilotes, ils tentent de se dépasser. Il y en a un qui ferme la porte, l'autre, il essaye de forcer la porte. Bon, bah ça se touche.
Ouais, incident de course, quoi. C'est pas comme s'ils allaient volontairement se cracher l'un dans l'autre. Et, pour être honnête, si sur l'incident, les roues arrière d'Ocon explosent l'aileron avant d'Hamilton, Ocon aurait pris une pénalité. Bon, il l'a pris. Si, sur le deuxième contact, quand Ocon serre un petit peu Hamilton, Hamilton fait crever le pneu d'Ocon, Hamilton aurait pris une pénalité si Ocon avait crevé. Là, c'est Ocon qui, du coup, fait des dégâts un peu. C'est vraiment égratigner l'aileron avant d'Hamilton. Et il n'y a pas de pénalité. On ne sait pas. Mais encore pour revenir sur le contact initial, celui-là de Hamilton qui tape dans l'arrière d'Ocon, on va être aussi d'accord que si Hamilton, avec son contact, envoie Ocon dans le mur et le fait abandonner, c'est Hamilton qui prend la pénalité. Pour la même chose, hein. Donc la FIA qui te dit toujours, encore et encore, on ne prend pas en compte la résultante du problème, mais juste le mouvement, c'est complètement faux. Parce que si Hamilton se pointe, touche l'arrière d'Ocon, quand il ferme la porte, Ocon prend la pénalité. Si Hamilton se pointe, touche l'arrière d'Ocon quand il ferme la porte, et l'envoie dans le mur, Hamilton aurait pris la pénalité. On est tous d'accord. Parce que tout le monde aurait dit, waouh, c'est dégueulasse. Peu importe à quel point il était à côté, il a carrément envoyé un autre pilote dans le mur. Donc il aurait pris une pénalité. Et ça, c'était 100% justifié. Mais là, comme c'est ambigu, ce qui donne lieu à un accident de course, tu vois, bah c'est chaud. Donc au final, Ocon prend la pénalité et se retrouve un peu pris dans le plan Alpine, qui avait une très bonne stratégie sur la partie mouillée, qui a une stratégie de merde sur la partie de sec. Donc ils ont demandé à Alonso d'économiser ses pneus. C'est pas la faute d'Alonso, Alonso a fait ce qu'il pouvait. Bon, il a quand même roulé relativement lentement, hein, bien plus que nécessaire pour économiser ses pneus. C'est-à-dire quand tu roules déjà une seconde 5 plus lentement, t'es déjà en mode économie de pneus et pas mal. Mais alors rouler 3 secondes plus lentement, là c'est plus de l'économie. Hein. Là c'est mec, je suis parti pour faire 120 tours sur mes pneus. Donc il a roulé extrêmement lentement. Ça a bloqué tout le monde derrière Alonso. Après, Alpine communique à Alonso, écoute, Ocon a une pénalité, faut que tu accélères pour pouvoir qui accélère aussi, qu'Hamilton accélère, que tout le monde accélère. Et là, Alpine fait de la merde en fait. En demandant à Alonso de ralentir, il a ralenti, mais beaucoup trop, hein, clairement. Et quand il réaccélère, il termine le Grand Prix avec plus de 5 secondes d'avance sur Hamilton. Donc c'est pas ça qui pose le problème. Le problème, c'est qu'à la radio, Peter Bonington a dit, bah écoute, derrière nous, il y a Ocon, tu vois. Et Ocon, en fait, il a une pénalité de 5 secondes. Et si tu le bloques, il finira hors des points, si tu le laisses assez proche des autres. À votre avis, vous êtes pilote de course. Vous vous êtes accroché avec Ocon pendant plusieurs virages. Le mec vous a pas laissé passer, il vous a tenu en respect derrière lui. Tu vas au stand, t'es de nouveau devant. T'es content? Et là, tu te retrouves à nouveau derrière une Alpine d'Alonso qui fait exprès de rouler extrêmement, et là je mets bien extrêmement, parce que c'est pas genre rouler lentement, c'est rouler extrêmement lentement. Waouh! T'imagines Hamilton, genre, je me suis fait bloquer derrière une Alpine pendant 5 tours, j'en ai ras le cul. Là, je me fais bloquer derrière une Alpine qui refuse de rouler, littéralement, j'en ai ras le cul. Et là, on te dit à la radio, derrière toi, Ocon, il a une pénalité. Donc si tu n'accélères pas, et que tu mets Ocon dans les 5 secondes des pilotes de derrière, il va sortir hors des points. Moi, je suis Hamilton, tous les jours, je le fais. Hein. Tous les jours, je le fais. Faut être honnête. Je suis supporter Alpine. Mais là t'imagines, en tant que pilote personnel, tu dois en avoir ras-le-bol, quoi. T'as envie de faire un Grand Prix propre et t'arrêtes pas de te faire chier. En plus, c'est Monaco, quoi. Un pétage de plomb. Donc là, Alonso a accéléré et Hamilton, il a dit, non, moi, j'accélère pas. Stratégiquement, il a tout à fait raison. Il n'a pas accéléré, Ocon ne pouvait pas dépasser, et derrière, Bottas et Vettel, ils sont arrivés. Ils étaient très très proches d'Ocon. Donc Hamilton a fait sortir Ocon des points, et c'est entièrement la faute d'Alpine. L'écurie a merdé, mais bien comme il faut. Quand quand ils auraient vu dire à Alonso de ralentir, ils auraient quand même dû lui dire pas autant quand même. Pas autant. Oui, t'économises tes pneus, mais 3 secondes, c'est plus de l'économie. Hein. Là, c'est. Je veux dire, t'as 35 tours à faire. Ah, tu fais pas le Grand Prix sur tout pneu complet.
Donc finalement, Alpine se fait niquer 2 points. Alors 2 points qui leur auraient permis de gagner la 5e place au classement constructeur. Du coup, comme ils perdent ces 2 points, Bottas monte, il prend les 2 points, et donc Alfa Romeo reste devant Alpine au classement constructeur, donc actuellement toujours 5e, toujours 6e, pardon. Ça fait mal, ça fait très très mal. Je comprends Ocon qui a reçu des explications des commissaires complètement farfelues, en mode bah, la règle n'existait pas l'année dernière, donc l'année dernière ça aurait été un incident de course. Maintenant, si un pilote se fait attaquer à l'intérieur, c'est le pilote qui se fait attaquer qui prend la pénalité. C'est vachement farfelu, et ça, croyez-moi, au cours de la saison, ça va être tortillé dans tous les sens. C'est un nouvel antécédent. Hein. Maintenant, on va voir des mecs plongés à l'intérieur, et ils vont dire, bah attendez, moi je suis à l'intérieur, c'est moi qui attaque, donc c'est le pilote qui se fait attaquer qui est censé prendre la pénalité. Bah t'imagines le délire, tu peux faire des dive bombs contrôlés quand même, parce que sinon c'est littéralement des crashs, et rien à voir, parce que c'est l'autre pilote qui prend la pénalité. Dans ce cas-là, Vettel aurait dû prendre la pénalité, et Gasly aurait dû prendre la pénalité. Rien que d'y penser, ça... c'est what the fuck. Donc je sais pas ce qu'ont fait les commissaires de course, mais en l'occurrence en termes de supporters alpines, eh ben, je suis pour Hamilton, ce qu'il a fait, c'est normal, stratégiquement, c'est très bien. Ce qui est encore plus fun, c'est justement Mercedes hein, qui parle de ça pour Hamilton. Donc Hamilton a effectivement exécuté la stratégie. Et à la fin, vous avez également la radio de Bottas. C'était Bottas derrière Ocon. Et donc l'ingénieur de course de Bottas lui dit bien joué pour les points, je crois que tu dois une bière à Hamilton. Là, je veux dire, les mecs, ils ont orchestré le truc, tu vois. Sur son ancien coéquipier, au final, bah, Ocon sort des points après avoir fait chier Lewis Hamilton, et c'est Vettel et Bottas qui profitent des points. C'est le karma, Alpine. Hein. Je vais beau vous supporter, vous avez fait de la merde, c'est tout, et il faut le dire. Donc au final, bah il y a la pénalité, c'est un peu tordu, il y a la course, mais voilà, la stratégie, c'est random, et Ocon sort des points, quoi. Donc c'est un peu chiant, mais voilà, c'est la triste réalité. Pierre Gasly, je lui ai mis un 3,5. On va accélérer parce que la vidéo commence à être longue avec tout ce blabla, mais à Monaco, il y a beaucoup de choses à dire entre la pluie et le sec. Donc Pierre Gasly, on l'a dit tout à l'heure, hein, très très loin de son coéquipier, donc plus de 5 dixièmes en Q1, éliminé en Q1, après avoir été aussi bon en essai, ça fait mal, faut se le dire. Donc c'est un peu la désillusion. Voilà. Bon, heureusement, il s'est pas craché. Et en course, je lui ai mis un 9,5. 9,5 parce que on rappelle que le gars il partait 17ème, qui finit alors 11ème à la porte des points, ce qui est déjà pas mal. Heureusement, il y a Ocon qui passe derrière, donc au pire 12ème, mais c'est Monaco. Gagner 5 places à Monaco, ça se respecte, surtout qu'il en a gagné sur la piste en doublant. Daniel Ricciardo, c'est vraiment pas bon pour lui. Je crois que c'est Daniel Ricciardo qui double. Oh la vache, Ricciardo, merde quand même. Donc ouais, non, Gasly, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Il a fait une excellente course, totalement méritée, 9,5. Vettel, je lui ai mis un 9 en qualification. Un 9 pourquoi parce que il amène son Aston Martin en Q3, une 313, pardon, 3 dixièmes et demi plus rapide que Stroll, éliminé en Q1. Donc la différence fait très très mal. En course, je lui ai mis un 7. Et vous allez me dire, mais c'est dégueulasse parce qu'il est dans les points. Et j'ai envie de te dire, oui, mais à la base, il part 9ème, Vettel. Il part 9ème, il finit 10ème. Et c'est pas genre, oh, il a pas eu de chance, il s'est fait undercut dans les stands. Non, rappelons-le, il s'est foiré, il fait une erreur, et c'est Ocon qui prend sa position. Donc, je peux pas lui mettre plus que ça. C'est-à-dire que sa course, il est 10ème, c'est cool, il a les points. Mais rappelons-le que si Ocon ne prend pas cette pénalité, il est pas du tout dans les points. Donc, il part de 9ème à hors des points. Théoriquement parlant, c'est pas un bon bilan comptable. Donc il a fait une course, mais il y a un petit peu d'erreur comme ça. Bottas, je lui ai mis un 5 en qualification. L'Alfa Romeo est, je crois, là ou l'une des plus rapides sur les secteurs lents, et ça s'est pas vu du tout. Donc je pense qu'ils ont galéré à la régler. Une 13 541 comparé à Zou, voilà. Il améliore quand même une 12 909, mais c'est un peu loin. Hein. Il a failli perdre la place face à Magnussen ou même Ricciardo. Les trois étaient très 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 serrés, donc c'est pas spécialement des bonnes qualifications quand on sait que l'Alfa Romeo est la 4ème voiture la plus rapide avec la McLaren selon le circuit. Ça fait mal en fait. C'était un peu une contre-performance. Les gens disent toujours Bottas trop fort, parce que Bottas ramène des points, et ça c'est indéniable. Mais il a la voiture en fait qui lui permet à chaque Grand Prix de remonter dans le top 8 sans trop galérer.
Et là, encore une fois, en partant 12e, finalement, il arrive 9e. Donc une bonne progression. Pour la course, je lui ai mis un 8,5. Il a fait le taf, mais c'était pas mirobolant. Mais encore une fois, il ramène des points, encore plus avec la pénalité d'Ocon. Donc oui, Bottas a fait le taf, mais voilà, c'est pas non plus le crack, hein. Il faut savoir que si vous sous-estimez l'Alfa Romeo, vous allez percevoir les performances de Bottas comme incroyables. Or, l'Alfa Romeo n'est pas à sous-estimer, c'est une très bonne voiture. Donc il faut plutôt prendre en compte que c'est lui parfois qui se plante en qualif, comme là ça a été à Monaco. C'est lui parfois qui en course, au duel, il est toujours aussi mou. En fait, c'est toujours Bottas, quoi. Donc parfois il fait des très bonnes courses et parfois c'est moyen plus. Donc voilà. Hamilton, je lui ai mis un 7 en qualification. Voilà, il est qualifié derrière Norris et son coéquipier. Une 13 444, une 12 595, une 12 560. Donc il améliore, mais c'est vraiment très 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 peu l'amélioration pour sa Q3, là où George Russell améliore de 5 dixièmes. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour Hamilton, donc il est à 6 dixièmes de son coéquipier. Il a fait le taf nécessairement en amenant sa voiture dans le top 8, la Mercedes, mais c'est quand même en dessous de son coéquipier, hein, faut pas... Voilà, avec la... Je dirais même qu'avec la distance, voilà, c'est plus de 6,5 quand même, on a pu mieux faire. En course, je lui ai mis un 8, pour moi il a fait le taf, honnêtement. Il peut pas faire grand chose de plus, il peut pas attaquer Alonso au début, il tente la tentative des stratégies en intermédiaire, il se retrouve bloqué derrière Ocon, il tente de dépasser Ocon, et toujours énormément de grande volonté d'Hamilton de faire la course, hein, c'est assez impressionnant. Et puis après, il arrive à passer devant, à refaire l'undercut sur les pneus lisses, à se retrouver derrière Alonso qui ralentit, et après, c'est une question d'ego, hein, il joue la stratégie Mercedes, il fait sortir Ocon hors des points, pour faire chier Alpine, et il a tout à fait raison. Alonso, je lui ai mis un 6,5 en qualification. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il a fait mieux qu'Ocon alors que t'as mis un 8 à Ocon? En fait, je veux mettre un 8,5 à Alonso parce que ses qualifications étaient très bonnes. Il a fait le taf. Il a fait le taf en se mettant derrière les Mercedes. Donc, encore une fois, pour moi, l'Alpine, quand elle se met derrière les Mercedes, c'est très bien. Il bat une Mercedes, il perd contre une Mercedes, mais en fait, il s'est craché. Donc ça n'a pas été montré à la télévision, je ne sais pas pourquoi, mais il s'est littéralement craché. Vous allez voir sur l'onboard d'Alonso. Au virage, il loupe son point de freinage. Erreur de personnel de pilote. Il se prend le mur, il pète l'aileron avant, la suspension avant gauche éclatée, donc il inflige des dégâts budgétaires à son équipe. Ça fait chier, hein. Et donc pour ça, je retire 2 points. Donc on est passé de 8,5 à 6,5 à cause du crash. En fait, s'il ne serait pas crashé en Q3, il aurait peut-être même encore amélioré son temps. Eh bien, on aurait peut-être mis un 8,5, voire un 9. Mais là, c'est pas le cas, hein. Je peux pas récompenser des pilotes qui se crashent en soi, hein. C'est un peu contre-productif. Parce que si t'écoutes certains, c'est en mode... ah, dans ce cas-là, le gars, tu te mets en pole position et tu te crashes le tour d'après, on va te dire bien joué, t'es un génie. Tu peux... Enfin, c'est compliqué, hein. Donc 6,5. 6,5, c'est bien positionné, mais voilà, il s'est craché, on peut pas lui mettre un score mieux que ça. En course, par contre, je lui ai mis un 8,5. Il a fait le job, il n'était pas plus rapide que les gens de devant. Quand on lui a demandé d'économiser 7 pneus, il a économisé 7 pneus. Quand on lui a demandé d'accélérer pour la pénalité d'Ocon, il a accéléré pour la pénalité d'Ocon. Il a fait le taf, il a résisté à Alonso facilement, c'est Monaco. Donc ouais, très, très bonne course d'Alonso. Norris, je lui ai mis un 9,5 en qualification. Alors, encore une fois, c'est assez impressionnant. Une 12 927, une 12 266, et là tu dis waouh, 7 dixièmes quand même, il va pas aller chercher beaucoup plus. Et là il va rechercher 4 dixièmes, une 11 849. C'est le seul pilote hors top écurie, donc Mercedes Ferrari, qui est passé dans les 1-11. Et donc ouais, 9,5 sur 10, ça me semble approprié quand même, c'est impressionnant. La course, c'est comme Alonso en fait. J'aurais pu lui mettre 9 s'il avait conservé sa position, mais Russell l'a dépassé en piste. Donc au final, il perd une position quand même. Donc, et il fait le taf parce que c'est quand même, malgré qu'il perd cette position, son rythme de course était quand même suffisamment élevé pour tenir les quatuors de tête. Donc c'était assez impressionnant en termes de rythme. Donc je lui ai mis un bon 8,5 aussi. Il a fait une excellente course malgré tout. Russell, je lui ai mis un 8 pour, du coup, les qualifications. Il a fait le job.
Il a positionné sa Mercedes, c'est derrière Norris qui a été très très rapide sur le coup, mais il est resté devant les Alpines, il se retrouve pas bloqué bêtement. Et pour la course, je lui ai mis un 9. Il a réussi le dépassement que l'on n'a pas vu, bien sûr, sur Lando Norris en course, c'est propre. C'est très bien joué. C'est le premier week-end finalement où je trouve Russell nettement supérieur, suffisamment supérieur à Hamilton. D'habitude, Hamilton a beaucoup de rythme, plus de rythme de course que Russell, mais il est un peu bloqué, ou parfois il a pas de chance avec les safety cars, etc. Je prends tout ça en compte. Mais là, Russell, ouais, non. Décisif en qualif, plus rapide, et en course, c'était pareil. Ouais, donc c'est le premier week-end où je trouve Russell meilleur, pourquoi on va le dire. Leclerc, bon, pole position à Monaco, je lui ai mis un 10, c'est jamais facile, et en course, je lui ai mis un 9. Le pauvre, allez voir son on-board quand il reste bloqué pendant plus de 1 minute 30 derrière Albon, a pété un câble, pété un câble. Et heureusement qu'Albon fait l'erreur pour qu'il puisse passer, sinon il aurait été bloqué un tour de plus. Incroyable. Du coup, bah, la stratégie de Ferrari, c'était de la merde. Le double pit-stop, c'était de la merde. Mais même si c'était pas terrible, faut dire que les Williams sont clairement pas aidés, hein, on va être honnête. Donc voilà, c'est mort. Bon, ça fait un bon 19 pour Leclerc, il a pas grand chose à se reprocher sur ce circuit. Pour une fois qu'il se crache pas. 8,5 pour Verstappen en qualif. Donc derrière son coéquipier, une 12 993, c'était très proche. Une 12 117, Perez était plus rapide. Et là, une 11 666 contre une 11 629 et une 11 601 pour Sainz. C'était un mouchoir de poche. Donc j'ai mis 8,5 pour Verstappen. J'ai mis 8,5 pour Sainz. Pourquoi, vous allez me dire, alors que Sainz s'est qualifié 2 positions devant? Ouais, peut-être, mais Sainz, il se prend quand même 2 dixièmes et demi par son coéquipier. Ça fait mal. Donc on peut pas lui donner plus, hein, il s'est pas qualifié. Perez, je voulais lui mettre un 9 en qualif, parce qu'il s'est qualifié devant Verstappen, quasiment devant Sainz, c'est pas mal. Mais je lui retire 2 points parce qu'il se crache, il inflige des dégâts sur sa monoplace, et donc il inflige une pénalité financière à l'équipe Red Bull. Donc voilà, je lui ai mis un 7 en qualif à cause du drapeau rouge également, pour une erreur de pilote. Pour ce qui est de la course, j'ai mis à Verstappen un 9 à Sainz, et j'allais mettre un 9 à Perez, mais je lui mets un 10 parce que gagner Monaco, c'est quand même mythique. Donc ça mérite la note du mythique. Voilà, on va le faire. Que dire, Verstappen il a fait sa course, hein. Il réussit l'undercut, il double Leclerc. Sainz se fait bloquer par Latifi, encore les pilotes Williams, il perd sa position, mais il a fait une bonne course, il n'y a rien à dire, il a tenté d'attaquer Perez, mais c'est Monaco, c'est impossible. Et Perez, on lui a demandé de tenir la position, il a gardé la position, il a remporté la course, c'est tout. Hein, parfois la chance elle sourit, mais il a fait ce qu'il fallait, donc en tant que pilote, c'est très bien. Pour ce qui est des notes du Grand Prix global, sur ce Grand Prix, Leclerc a été très bon. Malencontreusement, c'est la mauvaise stratégie qui le tue. Norris a été très bon, ainsi que Sainz, Verstappen et Perez, ainsi que Russell. Donc tout ce qui est au-dessus de 16, c'est vraiment bien. Vettel, pareil, qui fait un très bon week-end, une très bonne qualification en Q3, une course un peu moins bonne, mais voilà. Donc là, on passe dans le second groupe. Alonso, qui fait une bonne course également, mais qui se foire et qui se plante en qualif, ça fait mal. On attend toujours le week-end parfait d'Alpine, hein, honnêtement. Oui, ma fifi. Bien sûr. Oui. Donc là, pas mal. Hamilton, un petit peu en dessous. Et je vais faire éternuer. Donc Hamilton 14,5, Ocon 14,5, bon en même temps c'était le duel entre les deux. Bottas 13,5, Gasly 13, mais planté par les qualifications parce qu'il a fait une excellente course. Tsunoda 11, lui qui a fait l'inverse, qui a fait une excellente course, mais qui a fait une excellente qualif, mais qui a fait des courses de merde. Une course de merde. Albon, la moitié. Ah, Fifi, il va falloir que tu bouges là parce que tu fais n'importe quoi. Allez, tu vas couper l'enregistrement. Oh, attendez. Bon, c'est l'heure, hein, ça fait longtemps que je fais cette vidéo. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Name, qu'est-ce que tu m'as fait, hein? 11, du coup pour Tsunoda, 10 pour Albon, 8,5 pour Stroll, 8 pour Magnussen. Alors 8 pour Magnussen, mais n'oubliez pas, il n'a pas sa dotation, donc c'est plus un 16. Il est noté que pour les qualifs. Schumacher, 7, très mauvais week-end. Ricardo, 5, très mauvais week-end. Guanyuzu, inexistant. Latifi,
et un perdant. Voilà, donc pour les notes, ça pique, mais c'est comme d'hab. Au niveau des moyennes, maintenant qui se rééquilibrent, eh bien, nous avons Norris, finalement. Ah bien, je le savais même pas. Est-ce que... Si, les calculs sont bons. Les calculs sont bons. Donc, pour l'instant, le meilleur pilote, selon mon classement du début de saison, c'est Norris, qui, finalement, qui récupère des points avec McLaren quand il peut. Quand la voiture est performante, il est là, il est excellent en qualification et il faut repasser course derrière. Il maximise les points potentiels de l'écurie et actuellement, il n'y a pas un meilleur pilote qui a fait mieux, du coup, selon mon classement. Après, nous avons Perez. Attends, il manque des trucs. Non, j'ai dit des conneries, moi. Je suis pas remonté en haut. C'est toi qui me perturbe, hein. C'est toi qui me perturbe. Donc, pardon, le meilleur pilote, c'est mieux, ça me semble plus logique. C'est Leclerc devant Verstappen. En même temps, voilà. Norris, troisième. Perez, qui fait un excellent début de saison. Donc, on a Ocon, Bottas, c'est toujours serré. Mais en même temps, ça représente un peu le classement officiel. C'est-à-dire qu'on a Norris qui s'échappe un petit peu. Et derrière, juste derrière lui, on a Bottas et Ocon, finalement, qui sont très proches, qui sont performants, mais qui leur arrive toujours un petit truc quand même. Russell qui s'échappe d'Hamilton, ça y est, ils étaient au coude à coude, mais là, voilà, Russell a pris l'ascendant. Donc là, c'est très très bien pour Mercedes. Vettel et Alonso qui remontent dans le train de tête, c'est très bien aussi. Il va leur falloir plusieurs week-end comme ça, et ça va remonter facile. Sainz qui fait du coup un bon week-end. Albon, Gasly, Tsunoda, Magnussen, Stroll, Gagno, Ricciardo, Schumacher, Latifi. Ça fait très mal. Voilà pour cette vidéo. Il y a beaucoup de blabla, je suis désolé. J'ai mon chat aussi qui va y aller. Merci pour les poils, c'est un magnifique cadeau. Ah, youhou. Ah la vache. Ah. Bon, à la prochaine, portez-vous bien. Si je suis pas mort, étouffé. Tchuss.